Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour ce second webinaire de l'après-midi. Et puis, rebonjour pour ceux qui étaient déjà avec nous lors du webinaire précédent. Donc, c'est le 4e webinaire de ces grands dossiers de la protection sociale, consacré cette année à de la crise économique à la crise sanitaire. Donc, très rapidement, quelques consignes avant de donner la parole à Dominique Polton, donc, qui va animer ce webinaire. Donc, votre micro et votre caméra sont désactivés, c'est normal, hein, donc n'essayez pas de les remettre, c'est tout à fait logique, ils sont désactivés. Il y aura un replay de tout ce que l'on aura dit, puisque tout est enregistré, donc environ une semaine, donc sur le canal YouTube de l'école, vous aurez la possibilité donc de revoir ce webinaire. Vous pouvez tout à fait aussi diffuser cette information autour de vous, hein, pour les gens qui n'auraient pas pu se connecter. Durant tout ce webinaire, il y a la possibilité, bien sûr, d'interagir avec les différents intervenants. Sur le côté droit de votre écran, il y a un canal chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Quelques informations supplémentaires, donc comme je le disais, c'est toute une semaine en fait de débat qui compose ce grand dossier de la protection sociale. Donc demain, nous aurons une journée consacrée aux problématiques de la précarité et nous conclurons jeudi sur les grands dossiers de la protection sociale, jeudi donc après-midi sur la configuration du 5e risque. Nouveauté, puisque c'est depuis quelques jours que nous travaillons sur le sujet, il y aura donc un événement consacré au 75e anniversaire de la sécurité sociale, donc la sécurité sociale au cœur de la République. Vous pourrez bien entendu vous y inscrire et je vous engage donc à le faire. Il y aura une prise de parole du Premier ministre et certainement également d'Olivier Véran. Donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole donc à Dominique Polton. Une fois encore, très bon webinaire sur une thématique qui est plus que d'actualité. À très bientôt. Merci beaucoup, Gilles. Alors, nous allons démarrer effectivement ce webinaire sur le thème « Quel hôpital après le Ségur? Le point de vue des acteurs ». Et nous avons la chance d'avoir un plateau d'intervenants remarquable, mais je dois dire que c'est quand même beaucoup le cas sur l'ensemble des webinaires de ces grands dossiers de la protection sociale, et nous allons pouvoir profiter d'eux pendant 1h03. Donc, dans nos intervenants, donc, nous avons 2 éminentes représentantes du monde hospitalier, qui sont Zéna Briet, déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, Marie-Sophie De Saulles, présidente de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, la FEAP, ce qu'on appelle aussi le privé non lucratif. Nous aurons également, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes, il m'a prévenu qu'il aurait un petit peu de retard, le docteur Jean-Yves Graal, qui est directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. J'y suis, Dominique, j'y suis. Oh, formidable. Eh bien, alors, donc, en fait, finalement, tu n'as pas eu de retard, contrairement à tes annonces. Mais il vaut toujours mieux, effectivement, prévenir qu'on est en retard et être à l'heure. C'est mieux que l'inverse. Merci beaucoup, Jean-Yves. On ne te voit pas, en revanche. Alors, je ne sais pas si tu as peut-être... on a trop de monde sur en tout cas, tu es là, c'est parfait. Et enfin, nous devions initialement, et peut-être avez-vous été surpris par ce petit changement dans les intervenants, nous devions initialement avoir une représentation de l'ensemble des fédérations, y compris la fédération de l'hospitalisation privée, ce qui d'ailleurs aurait été assez intéressant parce que dans nos échanges préalables avec les différents intervenants, j'ai pu voir une très grande convergence de vues, de réflexions, de propositions entre les 3 fédérations, mais le représentant de la fédération de l'hospitalisation privée a eu un empêchement de dernière minute et n'a pas pu nous participer. En revanche, ça nous a donné la chance de demander, et par chance il est libre, à Étienne Mainviel, qui est bien connu, mais que j'introduis quand même rapidement, qui est donc professeur à l'école polytechnique en sciences de gestion, directeur de recherche au CNRS et qui travaille beaucoup sur les questions de management dans le système de santé, qui a écrit beaucoup de livres, dont le dernier, je crois, c'est « Le patient et le système de santé », ou enfin, ce type de titre, et qui travaille beaucoup sur les questions de parcours de soins, et qui aussi a publié récemment avec Hervé Dumez un rapport sur finalement des enseignements de la crise de la Covid-19 et la réaction des hôpitaux face à cette crise. Et donc, il nous a paru tout indiqué, s'il était disponible, qu'il puisse nous rejoindre. Et c'est le cas, et on en remercie beaucoup. En revanche, il sera obligé de partir à 17h. Et donc, voilà, nous terminerons avec les 3 premiers intervenants. Donc,
Peut-être, deuxième petit point, dans les webinaires précédents, chacun avait une présentation assez structurée, puis une séance de questions. Là, on va tenter quelque chose de plus dynamique et plus interactif. Donc, je vais lancer une première question et vous proposer d'y répondre peut-être les uns puis les autres. Une question d'ailleurs assez finalement commune, on peut dire, qui est un peu ce que vous retenez de la crise sanitaire, qui a été pour le système un choc très violent, qui nous a beaucoup questionné, qui a aussi mis à jour quand même des faiblesses de nos organisations, mais qui en même temps, tout le monde le dit et tous les gens sur le terrain l'ont constaté, a produit des choses positives, a produit une mobilisation énorme, un système de confiance entre les acteurs peut-être qui était un peu inédit, des coopérations aussi inédites, peut-être une certaine créativité organisationnelle pour mettre des choses en place dans l'urgence. Et au fond, de ces aspects négatifs et positifs qu'a suscité cette crise sanitaire, j'ai envie de vous demander d'abord qu'est-ce que vous retenez comme principaux enseignements. Alors, je vais passer la parole d'abord à Zénab pour cette première question. Je coupe mon micro immédiatement. Bonjour, merci Dominique, merci pour cette invitation. Alors, vous le disiez, la crise sanitaire constitue un choc brutal pour notre système de santé, remarquable par sa durée et sa profondeur. Songeons qu'au-delà des patients victimes de Covid, il y a aussi les patients qui relèvent d'autres pathologies, comme par exemple les pathologies cancéreuses et qui se trouvent aussi, qui ont été mis en difficulté, notamment par la déprogrammation qu'il a fallu organiser lors de la première vague et ce que nous essayons absolument d'éviter aujourd'hui. Alors nous savons que la crise durera sans doute longtemps, en tout cas plus d'1 an, jusqu'à ce que des progrès thérapeutiques nous permettent de mieux réguler les choses. Et donc pour tirer des enseignements de cette crise dont nous sommes hélas pas sortis, et puisqu'on voit aujourd'hui se poindre cette deuxième vague pandémique, je voudrais peut-être tirer 4 enseignements, sans être bien évidemment exhaustive, 4 enseignements. Le premier, une coopération renforcée décuple les capacités d'action des professionnels de santé et médico-sociaux. Oui, face à l'urgence, notre système de santé a su se libérer de fonctionnement en silo pour devenir plus agile, plus efficace et performant. On a pu voir que le format cellule de crise, qui est un très bon exemple, associait toutes les compétences, qu'elles soient administratives, médicales, logistiques, techniques. Et ce format cellule de crise que nous connaissons bien dans les hôpitaux publics, puisque rompu à l'exercice d'organiser ces cellules de crise, cette organisation, nous l'avons vu aussi à l'échelle nationale et puis ensuite régionale, et ça a démontré l'efficacité d'une communauté hospitalière soudée et qui a été efficace, et la pertinence de la gouvernance qui a été mise en œuvre, et je pense notamment à celle des établissements de santé. Dans les EHPAD qui ont été rattachés à des établissements de santé, ces coopérations ont permis de sauver des vies, il faut le dire. Pour les établissements médico-sociaux qui étaient déjà dans cette logique de coopération sanitaire, médico-sociale, avec l'organisation d'un strand gériatrique, le recours à des équipes mobiles, comme des équipes mobiles d'hygiène, comme des équipes mobiles gériatriques, qui avaient recours à l'hospitalisation à domicile, à des filières d'admission directe, ces établissements, ces EHPAD, eux, ont pu anticiper et ont pu gagner en efficacité et en temps, et surtout, assurer un meilleur accompagnement de leurs résidents. Par ailleurs, le renforcement des liens entre la médecine de ville et la médecine hospitalière est incontestable, et même aujourd'hui, elle est indispensable, puisque dans la période que nous vivons, nous savons que nous devons concilier au maximum pour éviter les ruptures de prise en charge et les pertes de chance, accès aux soins pour tous, c'est-à-dire patients non Covid comme patients Covid, et bien sûr éviter la saturation des urgences. Vous l'avez dit également, Dominique, nous avons constaté entre hôpitaux publics et privés une collaboration qui a plutôt bien fonctionné, et plutôt bien fonctionné grâce à la mobilisation des professionnels qui d'ailleurs spontanément se sont présentés dans nos établissements publics. Dans certains territoires, des cellules de gestion de lits publics-privés ont été mises en œuvre, et ça c'est effectivement une pratique indispensable que l'on doit retrouver aujourd'hui pour préparer au mieux cette deuxième vague de pandémie.
On doit constater aussi que souvent ces coopérations sont la plupart du temps formées à l'initiative des acteurs du territoire. Deuxième enseignement, la coordination au sein des territoires est essentielle pour une action efficace et adaptée. C'est l'un des grands enseignements de cette crise, ou plutôt une confirmation qu'il est nécessaire d'avoir une territorialisation de la santé en France. En lien bien sûr avec les collectivités, les services de l'État, qu'il s'agisse des préfectures, des agences régionales de santé, pour que la prise en compte des spécificités territoriales soit renforcée et pour s'adapter au mieux au public, aux paramètres sociaux et aux facteurs de risque. On ne peut déployer la même stratégie et les mêmes moyens sur un territoire peu densément peuplé, avec une population vieillissante, ou dans une grande ville de périphérie ou de banlieue, qui va conjuguer plusieurs facteurs, difficultés sociales, densité de population, logement exigu et public à comorbidité multiples. Donc on le voit en ce moment avec la deuxième vague qui implique des adaptations locales pour décliner les mesures d'endiguement du virus, mais aussi à propos de la nécessité de décliner au plus proche des acteurs des projections épidémiologiques, et en l'occurrence celle de Santé publique France, pour mieux anticiper et mieux s'organiser. De la même façon, le rôle joué incontestable par les agences régionales de santé, qui a été central, et qui d'ailleurs nous a été largement révélé par une enquête que la Fédération hospitalière de France a organisée auprès des établissements, et particulièrement aussi souligné par les établissements médico-sociaux qui ont vu plus le rôle des agences régionales de santé que celui par exemple des conseils départementaux. Et puis au niveau national, les coopérations interrégions autour des transferts de patients qui là aussi ont été soulignés. Troisième enseignement, notre système de santé a besoin d'une gouvernance unifiée, efficace et de moyens pour bien fonctionner, retrouver l'attractivité pour innover. Les établissements ont dû faire preuve, vous l'aviez dit Dominique, d'ingéniosité pour pallier le manque de moyens et les faiblesses liées à la gouvernance de notre système de santé en termes de pilotage comme de sécurisation du circuit de production des médicaments ou de dispositifs médicaux. Cette crise a en effet pointé du doigt la multiplicité des sources d'instruction, agences ou cellules de crise diverses, pas toujours coordonnées entre elles, et rendant la stratégie d'action parfois peu lisible pour les professionnels intervenant en première ligne. Il est donc nécessaire de repenser cette organisation nationale en temps de crise et au-delà, et de la simplifier fortement. Quatrième enseignement, il nous faut une vraie politique en matière de grand âge. Il nous faut aussi une politique en matière de psychiatrie et soutenir la psychiatrie publique, et de la même façon, il nous faut une vraie politique en matière de prévention. Revenons sur le sujet du grand âge. Les résidents en EHPAD ont payé un lourd tribut dans cette crise. Alors, la création d'une 5e branche de la sécurité sociale annoncée par le Premier ministre le 15 juillet et inscrite dans le PLFSS, qui est en cours de discussion, est un signal positif. Mais s'accompagne pas à ce stade de ressources nouvelles. Et nous sommes particulièrement attentifs et demandeurs à ce que la réflexion conduite de longue date, qui a donné lieu à divers rapports de grande qualité, citons le rapport de Dominique Libaud, mais aussi de Myriam El Khomri, soit assortie d'actions tangibles et rapidement mis en œuvre dans le cadre de la loi autonomie grand âge que nous attendons avec une certaine impatience. Et par ailleurs, la Fédération hospitalière de France a demandé d'ores et déjà de pouvoir lancer un plan de communication auprès de la population pour rendre plus attractifs les métiers, mais également de pouvoir très vite permettre le recrutement de 3 ETP pour 100 places pour que dès 2021, nous pourrions ainsi à la fois améliorer l'accompagnement des résidents et puis contribuer fortement à la relance économique de notre pays. Le secteur de la psychiatrie est quant à lui resté malheureusement durant ces dernières années au second plan des évolutions successives de notre système de santé. Or, nous voyons, les études commencent à le confirmer, notamment des études internationales, que nous aurons des conséquences et nous avons un impact en matière de pathologie psychiatrique, en matière de prise en charge psychiatrique. Là, donc, dans un premier temps, il est urgent de réformer le financement de la psychiatrie et par ailleurs d'avoir un vrai pilotage aussi en matière nationale sur une politique de psychiatrie et santé mentale. Et enfin,
pour conclure, en matière de prévention, il n'a échappé à personne qu'au-delà des personnes âgées, fragilisées par l'âge, les personnes qui souffraient de pathologies chroniques, et en particulier, par exemple, de diabète de type 2 ou d'insuffisance cardiaque, ont aussi fait partie et payé un tribut en termes de conséquences, en termes d'impact sur la santé. Et nous savons, sauf facteur génétique, que ces pathologies ne sont pas des fatalités. Donc oui, une politique de prévention qui s'impose désormais à nous. Voilà, quelques secondes toujours pour remettre le son, enlever le son, mais donc vous avez déjà tracé d'une certaine manière des lignes de force, y compris pour l'avenir, coopération renforcée, territorialisation et adaptation locale, gouvernance unifiée et quelques grandes priorités sur des populations ou sur des domaines qui sont aujourd'hui, d'ailleurs ça fait tout à fait écho à la webinaire précédent qui a conclu effectivement sur la prévention et la santé mentale, sur des sujets sur lesquels il fallait investir, que le système investisse beaucoup plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, même si ça a été beaucoup dit, aujourd'hui ça reste devant nous comme des chantiers à développer. Marie-Sophie de Saules, est-ce que vous êtes globalement en accord avec ces grands axes et est-ce que vous avez, quels sont les enseignements que vous tirez de cet épisode de crise, même s'il n'est pas tout à fait derrière nous, mais qui a été plus aigu en tout cas à un certain moment? Oui, merci Dominique. Oui, vous l'avez dit en introduction, les fédérations étaient relativement convergentes sur les différents thèmes et ma foi, je ne dis pas que je signe à tout ce qu'a dit Zéna Brié, mais enfin, pas loin. Et donc, je vais peut-être reprendre ces grands points et j'allais dire peut-être pointer plus les divergences dans l'intérêt de la discussion ou des analyses un peu différentes que de reprendre finalement in extenso ce qu'elle a été amenée à dire. Alors, oui, la crise, elle a révélé l'impérieuse nécessité des coopérations sur les territoires. Et je rajouterai à cela l'impérieuse nécessité de faire confiance aux acteurs de proximité. Et ça a bien montré que la logique très descendante du niveau national, régional, vers les acteurs de santé n'était pas ce qui était le plus efficace en période de crise et a montré que c'est bien sur les territoires de proximité, parce que les acteurs se parlaient entre eux, avaient une même difficulté à résoudre, que finalement des coopérations publiques-privées ont réussi à se mettre en place. Et donc, moi, ce que je retiens de cette crise, c'est que dès lors qu'on favorise l'initiative directe, dès lors que l'on favorise la confiance, on est en capacité de répondre et de mieux répondre aux besoins d'une population. Alors bien sûr, et Zénab l'a dit, tous les territoires ne sont pas identiques et de la même façon, lorsqu'il y a eu une antériorité de coordination avant crise, c'est sûr que c'était beaucoup plus facile que lorsqu'on a dû apprendre à se connaître et à échanger en période de difficulté. Et il y a eu également des implications, j'allais dire, des agences régionales de santé différentes, sans doute parce que d'ailleurs les niveaux de crise n'étaient pas les mêmes entre le Grand Est, l'Île-de-France ou comme je salue Jean-Yves, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc sans doute que ceci a dû jouer, mais ce qui a dû jouer également, c'était, j'allais dire, la réalité, la capacité des délégations territoriales au niveau des ARS à être en animation de territoire. Et par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a eu donc des coordinations, par exemple en Île-de-France, qui ont très bien fonctionné et qui ont permis, j'allais dire, de mobiliser des lits de réanimation en mobilisant l'ensemble des fédérations et l'ensemble des acteurs, et que, si je prends l'Alsace, ce sont des coordinations qui se sont faites en fait en dehors de l'agence régionale de santé et entre les acteurs qui se sont mobilisés entre eux. Tout simplement pour signaler qu'il n'y a pas eu de réponse univoque
sur le territoire, mais à vrai dire, ça ne me gêne pas. Je veux dire, parce qu'effectivement, on a des logiques territoriales qui sont différentes. Alors, peut-être que, et Zénab ne sera pas étonné que je le dise, il y a peut-être eu une organisation territoriale qui a été très GHT centrée, donc très groupement hospitalier de territoire, ne serait-ce que au départ sur les EPI, c'était la logique des GHT, et forcément dans ce cadre-là, le reste des secteurs, et là je parlais pour le secteur privé solidaire qu'est la FEAP, le vit quelquefois en logique d'inéquité de traitement. Sur la partie hôpital, et encore plus, je dirais, dans la partie médico-sociale, c'est-à-dire EHPAD et handicap. Donc, et puis en plus, cette logique d'organisation territoriale très publique centrée a peut-être eu un impact également sur la moindre prise en compte d'un certain nombre d'activités comme la dialyse, comme les établissements médico-sociaux, comme les SSR, etc., où finalement le public est quelquefois un peu moins représenté, même s'il est présent, mais un peu moins représenté dans ce type d'activité. Donc, oui, la crise montre que initiative territoriale, confiance, c'est majeur et il faut qu'on garde ça à l'esprit pour traiter comment fonctionne-t-on ensuite. Le deuxième élément pointé par Zénab, que je reprends bien volontiers, c'est la question de la gouvernance et donc de la manière dont la gouvernance a fonctionné. Et donc, oui, avec des ratés au démarrage, etc. Mais au final, moi, je dis effectivement qu'elle a bien fonctionné, et que les cellules de crise qui ont été mises en place par les ARS, etc., ont eu un effet qui était un effet très positif. Le regret que nous avons aujourd'hui, c'est sur cette gestion de crise, de ne pas avoir suffisamment intégré les établissements et services médico-sociaux, de ne pas avoir suffisamment intégré ce que j'appelle moi la première ligne, c'est-à-dire en fait celles et ceux qui vont à domicile et qui ne sont pas forcément les professionnels de santé, médecins libéraux, infirmières libérales, etc. Et or, ce sont, je le dis très régulièrement, les vigies du système de santé, parce que ce sont ceux qui sont le plus en contact des personnes fragiles. Et là, je pense qu'on a collectivement eu du mal à associer et à mobiliser ces professionnels-là, qui d'ailleurs se sont sentis un peu abandonnés. Ils ont été les derniers à avoir les EPI. Ils ont été également les derniers à avoir la prime Covid, c'est-à-dire en fait la reconnaissance etc. Donc voilà, on voit bien que là, il y a eu une difficulté qui, à mon avis, a accéléré un mouvement vers les hôpitaux. Voilà, à accélérer parce que forcément, si vous ne mettez pas votre première ligne, c'est-à-dire naturellement, les gens risquent d'aller vers les urgences. Donc voilà, sur le sujet gouvernance, j'étais d'accord avec Zénab sur le reste, donc je ne vais pas aller plus loin. Sur le troisième sujet, autour de poursuivre les réformes, donc nous avons la même inquiétude sur, nous espérons que nous n'allons pas être dans le troisième quinquennat où rien ne sera fait pour le grand âge, parce qu'on a une assez grande tradition en France aujourd'hui qui est à l'élection présidentielle d'annoncer une réforme et au bout de 5 ans de se rendre compte que finalement ça sera pour le quinquennat suivant. Or, quand même, je dis de manière un peu ironique, mais quand même, n'oublions pas que ce sont les plus fragiles. N'oublions pas que ce sont ceux qui ont le plus besoin d'un accompagnement. N'oublions pas que ce sont ceux qui ont besoin le plus de prévention. Voilà. N'oublions pas que c'est la population vers laquelle on devrait mettre le plus d'énergie et le plus de moyens. Et quand j'entends dire que voilà, on ne peut pas faire 12 milliards pour alimenter la 5e branche, alors qu'on est capable de mettre 100 milliards sur un plan de relance, et que les 12 milliards, c'est de l'emploi direct, non délocalisable sur les territoires de proximité, j'ai du mal
à comprendre j'ai du mal à comprendre la logique. Et puis peut-être, je voudrais rajouter un point par rapport à Zénab, même si elle en a un peu parlé, mais c'est vraiment la question de l'enjeu des ressources humaines et de la, j'allais dire, fragilité d'une certaine manière du sujet ressources humaines. C'est-à-dire fragilité parce que problème d'attractivité et donc problème de recrutement. Alors oui, bien sûr, on a salué à juste raison l'engagement des professionnels, mais en même temps, oui, il y a eu aussi un niveau d'absentéisme qui a été un niveau d'absentéisme important et qu'il a fallu compenser. Niveau d'absentéisme qu'on retrouve, j'allais dire, encore plus actuellement, parce que plus la crise dure, plus c'est difficile de mobiliser, donc un problème d'attractivité. Un problème, j'allais dire, de protection de nos professionnels. On voit bien que le fait de ne pas avoir privilégié les EPI pour nos professionnels dans le secteur médico-social, j'allais dire, a eu un effet d'amplification de la crise dans nos EHPAD, et qu'on ne peut pas demander à nos professionnels, j'allais dire, d'intervenir sans avoir le niveau de protection qu'on doit normalement proposer à des salariés. Politique de ressources humaines également sur la question de la valorisation et du niveau de rémunération de ces professionnels eu égard à l'engagement qui leur est demandé et au niveau de contrainte qui leur est demandé. Et puis, j'allais dire, un sujet autour de, j'allais dire, la réglementation du travail, le droit du travail. Alors, oui, bien sûr, il faut protéger les salariés et en même temps, en période de crise, on voit combien c'est compliqué d'être en capacité d'assurer la continuité des activités en ne pouvant s'appuyer que sur le volontariat des personnes. Et si on doit rentrer dans des logiques de crise qui s'installent un peu et qui s'installent dans la durée, il faudra certainement se poser des questions sur la manière dont on met en place une politique de ressources humaines volontaristes et protectrices pour assurer la continuité de nos activités. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire, peut-être le voyez-vous d'ailleurs vous-même, qu'on a déjà beaucoup de questions. J'en livre quelques-unes, non pas forcément pour y répondre tout de suite, mais parce qu'au fil de vos interventions, peut-être certaines pourront trouver un écho dans vos propos. Un certain nombre de nos auditeurs, je ne sais pas comment on les appelle, en tout cas, se posent la question de savoir si cette coopération qui a pu se faire, mais qui est absolument essentielle, est-ce qu'on est prêt à la mettre en œuvre? Est-ce qu'on s'est donné les moyens de la mettre en œuvre pour une éventuelle deuxième vague? Est-ce que ces difficultés se réglaient aujourd'hui alors que la seconde vague s'annonce? Voilà ce que dit un de nos auditeurs. J'essaie de descendre, j'ai toujours beaucoup de mal avec ces questions, j'en suis désolée parce que je ne suis pas très agile, mais la question également était sur le fait que les GHT, ça sera aujourd'hui, sont tout publics. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'ouvrir et d'avoir finalement des organisations plurielles? J'essaie de trouver. Bon, voilà, c'est bon. Voilà, dans certaines filières, il est indispensable d'intégrer les établissements privés lucratifs comme non lucratifs. Quels outils préconiseriez-vous? Ça sera peut-être pour la deuxième partie de notre discussion où nous tracerons des pistes. Quelles mesures concrètes ont été prises? Nous l'avons déjà vu. Et les établissements privés ont parfois fait le reproche aux établissements publics de ne pas les avoir sollicités pendant la crise. Je crois que ça a été vrai dans un premier temps et ensuite, apparemment, quand même, les choses se sont un peu ajustées. Finalement, n'était-ce pas une façon
Alors ça, c'est quand même une question un peu voilà, habile de légitimer le besoin de moyens supplémentaires pour les établissements publics. Je crois que l'expérience a montré qu'en réalité, ça a été peut-être des ajustements de départ qui ne se sont pas toujours bien faits, mais que justement, quelque part, je crois que le discours commun des fédérations qu'on a pu voir d'ailleurs au travers d'un article du Monde récemment est plutôt de dire qu'après cette première période d'ajustement, au fond, les acteurs ont vraiment quand même essayé de travailler ensemble. Donc, voilà, je vous livre. Et il y a une question, je ne suis pas sûre qu'on puisse tout à fait y répondre et que ça soit le bon panel pour ça, mais dans quel délai pouvons-nous devenir autonomes dans un certain nombre de productions pour lesquelles les questions de souveraineté sont apparues au cours de la crise? Voilà, je vous les livre, mais ce n'est pas forcément pour structurer la discussion maintenant. Gardons-les à l'esprit et on essaiera d'y répondre au travers de vos interventions. Je passe tout de suite la parole à Jean-Yves en mettant mon micro. Jean-Yves, tu dois mettre ton micro sur… tu dois, en revanche, toi, activer ton micro. C'est bon, là? Parfait. Ben, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir proposé de participer à cette réunion. J'ai beaucoup apprécié les interventions, les deux interventions précédentes, et je me retrouve pleinement sur un autre axe dans ce qui a été dit, mais je vais le redire sous un autre angle peut-être qui permettra de concentrer. Tout d'abord, premier enseignement, je crois qu'on est parfois un peu trop dans l'autoflagellation. Nous avons fait face, de mon point de vue, à une violence du phénomène. En quelques semaines, pour ce qui nous concerne en Auvergne-Rhône-Alpes, ça s'est passé en 1 mois et demi, en 1 mois même, puisque nous avions eu le premier cas le 7 février. Alors, ce que je voulais dire en général, il me semble qu'au global, nous avons tenu, l'État a tenu, le système de santé a tenu dans un phénomène extraordinaire, extrêmement difficile. Et si rien n'est parfait en ce bas monde et que bien évidemment, on l'a vu au début, il y a eu des ajustements, on s'en est plutôt honorablement tiré dans ce pays, par rapport d'ailleurs à d'autres pays, et je pense qu'il faut se le dire que le système a tenu, et c'est tout à l'honneur des professionnels, qu'ils soient soignants, qu'ils soient administratifs ou qu'ils soient dans les administrations d'État au sens large, et j'y inclus l'assurance maladie. Je crois que l'ensemble du système a fait corps dans cette difficulté manifeste très importante. Deuxième point, pour revenir à ce qui a été dit, oui, je pense que pour ce que je connais en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons pu avoir une collaboration pleine et entière sur un objectif partagé avec les établissements privés, ESPIC ou publics, bien sûr, par territoire, et tout le monde a travaillé de façon uniforme pour prendre en charge l'ensemble de la vague qui intervenait, sans distinction de statut réellement, puisqu'il y avait un pilotage demandé par l'ARS et octroyé à un établissement, par exemple pour Lyon, la métropole lyonnaise, avec l'accord de l'ensemble des fédérations. Et c'est le pilote qui a organisé la vague, la prise en charge des malades, que ce soit en hospitalisation classique ou que ce soit en réanimation, et il faut le souligner. Également pour les approvisionnements, nous avons eu ce pilotage et qui a donné de très bons résultats. Et tout le monde a participé dès le départ à la cause commune, je le dis, et sans aucune espèce de problème. Et je salue l'ensemble des professionnels, là aussi de tous horizons, puisqu'on a eu des personnels de cliniques privées qui n'avaient pas de lits de réanimation, tout ça, qui ont mis à disposition du personnel ou des matériels. Des médecins de tous les statuts se sont proposés pour aller travailler un peu partout. Et il faut le souligner que c'était vraiment une belle réussite de ce côté-là, en voyant bien que les soignants se retrouvent tous quand il y a des valeurs en cause, et ça c'est important, quel que soit leur statut. J'insiste parce que c'est quand même ceci. À titre d'exemple, nous avons eu pendant cette crise un attentat qui s'est déroulé à Romans-sur-Isère, et les 3 blessés graves ont été opérés dans la clinique privée, dans cette organisation commune entre privé et public, et ça a été extrêmement bien fait. Et d'ailleurs, les chirurgiens du privé ont retrouvé aussi ce caractère d'urgence, et c'était vraiment très impressionnant. Troisième point, ça a été dit, je crois, et je suis d'accord avec Zinad, c'est le secours important qu'ont été les établissements sanitaires pour le secteur médico-social quand ils étaient attachés par toutes les mesures qui ont été proposées. Je pense qu'il faut le garder
qu'il faut le garder en lien, cette affaire-là, parce que le monde du sanitaire n'est pas celui du médico-social réciproquement, mais on voit bien que dans ces crises, l'armature sanitaire a pu être salvatrice dans un certain nombre de situations, et j'y reviendrai plus tard. Sur le médico-social, j'allais dire, Marie-Sophie, je suis d'accord avec toi qu'il y a eu un petit peu une zone noire ou un trou noir vis-à-vis des services à domicile dans un premier temps. Mais moi, je pense que c'est la résultante de la gouvernance ou de l'organisation en tuyau. Pourquoi? Parce que les services à domicile n'étaient pas dans le giron, entre guillemets, de l'État, mais dépendaient entièrement des conseils départementaux. Conseils départementaux, et je rejoins totalement ce qui a été dit, dont la participation n'a pas été aussi homogène et aussi pleine et entière que l'on entend de temps en temps, et qu'il y a pu avoir des difficultés dans ce cadre-là, laissant parfois certains services à domicile un peu démunis, jusqu'à ce que l'ARS s'en empare pour leur octroyer des masques dont ils n'étaient pas attributaires initialement. Quatrième point, pour ce qui nous concerne, je pense que ça a montré la pertinence d'une régulation régionale pour ce qui concerne la réanimation, où on a pu faire des transferts intra-région, piloter tout ceci de façon homogène au sein de la région, et ce qui nous a permis aussi, dans ce cadre régional, pour avoir la vision générale, de pouvoir accepter une 60aine de patients d'autres régions, alors qu'on était bien plein, parce qu'il y avait cette régulation régionale. Cinquièmement, oui, un des éléments à retenir à plusieurs entrées, vous l'avez dit, c'est le sujet des ressources humaines. Moi, je suis admiratif du travail des aides-soignantes, des ASH et de tous les personnels, mais ceux-là en particulier, les infirmières, bien sûr, dans un contexte de tension, alors qu'elles étaient en tension pour d'autres raisons bien avant, et que la question de la rémunération et de la juste retour saute aux yeux, et je forme le vœu, et j'en ai pas de doute, que le Ségur, les décisions prises en Ségur vont permettre d'amorcer quelque chose de reconnaissance qui, au-delà des applaudissements le soir à 20h, est une traduction opérationnelle. Pourquoi? Parce que l'enjeu RH est fondamental aussi pour remobiliser les gens et pour réarmer nos écoles d'infirmières et d'aides-soignantes, dont on voit qu'il y a quand même un certain nombre de sujets. Sixième point, et je termine presque par un septième, mais le sixième, juste un petit propos polémique, mais sans aucune espèce de... Je pense que ça a montré pour les groupements hospitaliers de territoire deux choses. Il n'est pas question de parler du fait, mais les groupements hospitaliers de territoire sont les groupements hospitaliers de territoire, c'est public. Je pense que pour ce qui concerne la sphère publique, ça a montré deux choses, que l'arrimage de beaucoup d'EHPAD dans les GHT me semble une bonne chose, pour toutes les raisons que j'ai dit, quand c'est possible, bien évidemment, les EHPAD publics, hein, bien évidemment. Et deuxième point, qu'en matière d'organisation territoriale sur la crise, ça a montré que ça avait apporté quelque chose par la lisibilité. Après, la mise en œuvre des dispositifs, c'est une chose, mais je pense que ça a pu être, de mon point de vue, en tout cas c'est ce qu'on a vu dans la région, une légitimation du principe du groupement hospitalier de territoire, quelles qu'en soient les modalités d'application théorique ou pratique derrière. Et dernier point, je pense qu'une des leçons à tirer, c'est que peut-être, et je connais bien le sujet, peut-être faut-il reprendre à froid tranquillement toutes ces affaires d'équipement, et notamment les EPI ou les masques, et dans un contexte où on voit bien que c'est quelque chose qui arrive tous les 20 ans, tous les 30 ans, ces affaires-là. Donc il faut qu'on sache remettre en clarté qui fait quoi, qui dispose de quoi et comment on s'organise, une bonne fois pour toutes, et que la règle du jeu soit très claire, et qu'après, on organise à la fois un stockage pour permettre mais aussi un flux, parce que on a cette grosse difficulté, peut-être qu'en 50 ans, on ne reverra plus ça, mais peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, on aura ça. C'est ça la difficulté de la prévision, me semble-t-il, en matière de politique publique, et il faut qu'on s'y attache à l'aune de ce qu'on connaissait, à l'aune de ce qu'on a vu, et qu'on bâtisse quelque chose de souple, adapté, efficient, mais sécure, quoi. Voilà. Voilà les quelques mots. Je suis désolé, j'étais un peu long, mais je voulais réagir à tout ça. Non, pas forcément très long et tout à fait passionnant dans ton énumération des 7 points tous importants. Je vous cite un témoignage personnel, je ne pense pas qu'il appelle de réponse, mais enfin il fait écho à ce qu'ont dit plusieurs d'entre vous. Témoignage personnel, aucune évolution salariale pour la personne qui intervient à mon domicile, aide à domicile en 14 ans, en dehors des revalorisations du SMIC.
Prime annoncée mais toujours pas versée, il y a du travail et des financements à trouver pour valoriser ces métiers, pour les rémunérer à leur juste valeur sociale. Je crois qu'on est un certain, effectivement, nombre à avoir cette aspiration d'une meilleure reconnaissance, qui a été quand même un peu le cas pour certains métiers du sanitaire, et notamment pour les soignants quand même avec le Ségur, même si ça, sans doute, on aurait pu vouloir plus, et peut-être que ça a été bloqué pendant longtemps et que d'une certaine manière c'est un juste rattrapage, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un effort d'investissement dans la valorisation des ressources humaines dans le monde hospitalier. Et je vais laisser la parole pour une réaction à Marie-Sophie, juste avant de vous dire, mais une réaction, et ensuite je la donnerai à Étienne pour son intervention, juste pour vous dire aussi qu'il y a une question à laquelle vous pouvez avoir envie de répondre les uns ou les autres. Le rapport pour un pacte, enfin le pacte de refondation des urgences qui a été donc lancé, n'aurait-il pas des recommandations intéressantes sur un certain nombre de ces questions? Alors je note que Marie-Sophie et Zéna, vous voudrez intervenir. Est-ce que vous voulez réagir maintenant? Il faut que je demande peut-être à Étienne pour gérer, pour être sûr de pouvoir profiter de sa présence, puisque jusqu'à présent, elle nous a écoutés. Peut-être, Étienne, peux-tu quand même intervenir pour être sûr qu'on puisse profiter de tes travaux? Et ensuite, je redonne la parole à Zénab et Marie-Sophie. Donc, Marie-Sophie et Zénab. Merci Dominique, et merci beaucoup de m'inviter à ce panel prestigieux. Moi, je voulais juste rapporter des travaux de recherche qu'on a menés ces derniers temps dans un rapport Polytechnique CNRS sur la manière dont l'hôpital a réagi à la crise. C'était fondé sur une majorité d'entretiens à chaud, et on continue tout ce travail, plus de 55 entretiens. Je crois que ça rejoint pas mal des points. Il y en a peut-être d'autres qui sont, si je puis dire, un tout petit peu décalés du fait aussi de notre approche. Le premier, je crois qu'il faut vraiment le noter, c'est la tonalité positive lorsqu'on interroge les acteurs. Ça a été dit par Jean-Yves Graal, et je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que quand on a eu les différents acteurs en entretien, il y avait beaucoup d'émotions. Il faut quand même le noter, il y a eu un moment avec énormément d'émotions. Il y avait des personnes qui avaient envie de parler, qui étaient vraiment presque submergées par l'émotion de la crise. Et on a été très impressionnés, si vous voulez, par toute cette solidarité, ce dévouement. Et je vais y revenir d'ailleurs un peu plus tard sur ce que ça peut représenter pour l'avenir. Cette tonalité positive, elle a quand même deux éléments. J'emploie à dessein le terme tonalité parce qu'il y a des situations, des zones d'ombre, où c'est beaucoup plus sombre en fait dans la réalité quand on commence à l'explorer. Donc cette tonalité est une moyenne, c'est toujours difficile d'avoir une vision générale, mais avec des cas assez contrastés. Il y a des cas où il y a eu quand même une dégradation et des difficultés dans la prise en charge. Et puis l'autre chose que je voulais souligner, c'est que c'est presque un paradoxe de souligner ça d'emblée, parce que si on se remet sur les dernières années, c'est un secteur qui est en souffrance, si je puis me permettre, par rapport aux besoins d'investissement, de revalorisation. Et donc on pouvait quand même se poser la question de savoir si le système allait résister par rapport à finalement ces dernières années. Donc c'est déjà un premier point qui est quand même très important à souligner, c'est cette tonalité positive. Alors après, je ne vais pas égrener les enseignements que nous avons essayé de tirer de cette analyse. Je pourrais parler de la centralisation. Il y a eu quelque chose quand même, je voulais juste te dire là-dessus, un point assez... je ne sais pas si c'est une anecdote, mais on a produit ce rapport en juin-juillet. À un moment, je crois que là, c'est M. Graal qui l'a dit, Jean-Yves Graal. À un moment, il y avait beaucoup de polémiques autour de la gestion de crise à tous les niveaux. Et ça nous étonnait un petit peu parce que ce n'est pas du tout ce qu'on retrouvait lorsqu'on interrogeait les acteurs de terrain. Alors, je dirais par exemple la centralisation. Alors, je parle en tant que citoyen. Moi, je suis assez content d'avoir un État centralisateur en France à l'heure actuelle, parce que heureusement qu'on a eu des conduites à tenir, du transfert interrégional, de la déprogrammation, et je peux vous assurer, pour avoir des collègues américains, qu'ils nous envient assez le système à la française à l'heure actuelle comparativement à la décentralisation. Il y a d'autres phénomènes aux États-Unis, mais je ne rentrerai pas dans ce sujet. Mais tout simplement pour dire qu'il y a des aspects sur les ARS aussi, sur la coordination régionale, avec sans doute des contrastes là aussi en fonction des profils des directeurs. Mais je voudrais surtout, ce qui nous a beaucoup frappé dans cette analyse, c'est la question du management. Alors,
c'est un management du quotidien. Alors vous me direz, je suis un peu de parti pris parce que je suis évidemment chercheur en gestion, donc je m'en excuse, mais à vous de juger. Nous, on considère qu'il y a un enjeu majeur au sens où on a vu des bonnes pratiques, elles sont plus ou moins pensées, mais pas systématiques dans le secteur. Elles rejoignent, à mon avis, beaucoup les questions de RH qui ont été évoquées précédemment, et elles définissent ce qu'on peut appeler un hôpital agile ou résilient. Alors je vous donne 3 exemples pour pas monopoliser la parole. Par exemple, on parle beaucoup d'adaptation. Alors sur l'adaptation, ce qui nous a frappé, c'est que la première réaction par rapport à la notion d'adaptation, c'est de parler en termes de structure, c'est-à-dire de capacité structurelle, notamment dans les lits de réa. C'était d'avoir donc une adaptation des capacitaires qui est justifiée, qui va vers le débat sur la modularité, le fait d'avoir des lits de réa et peut-être d'une manière éphémère. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter qu'à côté de ces réactions légitimes, encore une fois, à la notion d'adaptation en termes de structure, il y a aussi une adaptation managériale. Je veux dire par là que, et ça c'est terriblement décrit dans les crises, la crise Covid était ce qu'on appelle une crise VUCA, c'est-à-dire volatile, incertaine, c'est en américain, incertaine, complexe et ambiguë. Et c'est vrai que par rapport à ces crises-là, c'est important d'avoir des formes de management permanentes, la force du travail en équipe, d'aller vers autrui, et puis la créativité organisationnelle. Alors ça a été des qualités inédites, d'une certaine façon, non pas que l'hôpital n'est pas innovant, mais l'ampleur de ces créativités à tous les échelons ont été très impressionnantes. On a pu y voir des phénomènes qu'on interprète, nous, différemment dans notre domaine. Par exemple, certains ont pu s'offusquer de l'utilisation des masques de plongée de certaines entreprises commerciales. C'est quelque chose de très classique en management de crise que d'étendre les usages d'autres produits et de les mobiliser dans l'urgence pour augmenter les capacités. Donc il y a plein d'éléments, je vous donne juste quelques points comme ça en passant. Le deuxième, c'est sur le soutien psychologique. Alors là aussi, la réaction qu'on a pu noter, c'est que quand on parle de soutien psychologique, qui est évident et nécessaire par rapport au caractère anxiogène de la crise, on réagit souvent en créant des cellules d'aide psychologique, des hotlines, qui ont eu une réponse, mais beaucoup d'acteurs nous ont dit que finalement, elles n'ont pas été tellement utilisées. C'est sans doute utile pour des personnes qui sont en souffrance sur des cas individuels, mais là aussi, il y a tout un management de soutien qui existe et qui sait opérer plus ou moins d'une manière spontanée. Je pense d'abord à la présence physique. Alors, je m'excuse, mais certains acteurs, certains soignants avec malice ont souligné qu'ils n'ont jamais vu autant le directeur d'hôpital que dans les services que pendant la crise. Donc c'est pour montrer que cette notion de présence physique est fondamentale et elle a été très, très appréciée. La transmission d'informations et la transparence, les cellules de crise ont fonctionné merveilleusement bien dans la manière de transmettre de l'information. Mais alors ça va aussi dans des tactiques peut-être qui peuvent paraître anecdotiques, mais on a noté par exemple la répartition des dons. C'était très important que cette répartition des dons soit équitable, c'est-à-dire que ce ne soit pas qu'un service qui monopolise tous les dons. Les volontaires, il y a eu beaucoup de volontariat, d'intérim. Si vous n'intégrez pas ces volontaires dans les équipes, d'une certaine façon, c'est contre-productif et ça peut être des poids morts. Donc là aussi, il y a des formes de management, si vous voulez, qui sont importantes. Dernier élément sur la coopération, vous en avez parlé. Alors c'est vrai qu'on a vu qu'elle a eu lieu, mais elle n'a pas toujours été spontanée. Le rôle des ARS a été manifeste dans pas mal d'endroits. Elle est intéressante pour nous en tant que chercheurs parce qu'elle a posé une question qui est finalement assez classique d'arbitrage entre l'argument de l'expertise et la nécessité de faire face à un afflux de patients et donc de répondre à tous les besoins. Et elle est d'autant plus intéressante qu'on est dans un secteur, ce n'est pas le seul, mais c'est un secteur où il y a beaucoup d'égos. Alors, ces égos, dans ces cas-là, dans cet arbitrage, peuvent très bien aller vers « je vais sauver seul la patrie ». C'est moi qui possède l'expertise et je n'ai pas besoin de tiers. C'est perdant et de ce point de vue-là, le management de crise dans les interventions militaires a beaucoup travaillé ces dernières années sur le fait que ça a 2 effets collatéraux négatifs. Le premier, c'est un manque d'implication d'autrui qui à un moment se paye en termes de critique et d'adhésion. Et par ailleurs, face à un afflux de besoins important,
il est souvent nécessaire de renoncer à la complexité. Je veux dire par là que ce qui compte, c'est vraiment de répondre face à un afflux massif de patients, quitte malheureusement parfois dans l'arbitrage à dégrader une petite partie de l'expertise. Alors si je dis ces aspects-là, je pense que le secteur hospitalier de ce point de vue-là a très bien réagi. Ça a beaucoup peut-être posé, enfin à notre avis, posé plus de questions sur par exemple le débat scientifique sur la recherche et traitement, ces questions d'ego. Mais ça, je ne m'aventurerai pas plus sur ce sujet. Alors, pour terminer, sur la capitalisation, et je m'en excuse puisque je dois vous quitter, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on peut capitaliser pour demain ? Nous, on pense que ces qualités managériales qu'on a appelées hôpital agile, résilient, peu importe les termes, elles sont indispensables. Elles sont indispensables pour plusieurs raisons. D'abord, on l'annonce, et je crois que Madame De Sol, vous l'avez souligné, l'univers futur va être de plus en plus menaçant. Mais alors, il y a deux autres éléments, et ça, je voudrais m'arrêter quelques secondes, c'est que, et ça, c'est très connu en management de crise, toute crise est inédite. C'est-à-dire que ce que nous vivons à l'heure actuelle ne sera peut-être pas reproductible pour le futur. C'est-à-dire qu'une des craintes qu'on peut avoir, c'est terminer la crise avec finalement des stocks de masques en milliards et d'être confronté à un autre besoin dans quelques mois, une cyberattaque ou du terrorisme ou encore une autre épidémiologie, une autre infection, et de ce fait d'avoir d'autres besoins. Donc ça, c'est très important, quelle que soit la nature de la crise, d'avoir ces comportements managériaux. Et puis je terminerai aussi, c'est nécessaire, parce que cette crise perdure, ça a été très clairement rappelé notamment par Zénab, et je crois que par rapport à ça, la solidarité initiale est en train un peu de s'étioler. C'est-à-dire que ce que nous avons connu en avril, mai, qui a été lié à un formidable moteur de solidarité, le sociologue Durkheim parle de solidarité organique ou mécanique. Organique, c'est le moment où il faut sauver tous ensemble une situation parce que c'est vraiment crucial. C'est ce qui s'est passé en mars-avril. On est dans une phase où c'est un peu plus chronique, où on revient un peu vers la solidarité mécanique, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau, ça ne veut pas dire qu'on est contre, mais il y a à nouveau un peu plus de négociations, un peu plus de discussions par rapport au comportement collectif. Et donc, si on n'a pas des réflexes de management par rapport à ça, si on ne mise que sur la solidarité, d'une certaine façon, on risque d'avoir des désillusions sur la manière de capitaliser ce qu'on a vécu en avril-mai. Alors, pour terminer, la grande question, c'est si on dit qu'il faut renforcer cette agilité, c'est de savoir comment ça peut se concilier avec le régime normal, au fond. Nous, on l'a appelé l'hôpital performant, et comment on arrive à allier les deux. C'est une question clé parce que quand on arrive sur ce sujet, d'une certaine façon, il y a un antagonisme apparent. Un hôpital performant, c'est un hôpital qui mise sur une surspécialisation. C'est pas du tout péjoratif dans mon propos, hein, c'est qu'on va vers une spécialisation sur beaucoup d'évaluations, pas mal de hiérarchie, autant d'éléments qui sont évidemment assez contradictoires intuitivement avec cette agilité, cette souplesse qu'on recherche en cas de réaction à une menace. Alors sur ce point, quand on a essayé de porter une analyse un peu plus approfondie, finalement l'antagonisme n'est pas si présent que ça quand on regarde, parce que ce management du quotidien, de proximité, il nous semble indispensable, que ce soit en temps de crise ou en temps normal, parce qu'on parle beaucoup de RH, d'attractivité des métiers, et toutes ces formes de soutien psychologique, toutes ces formes de coordination, de travail d'équipe, de respect et de reconnaissance au travail, au fond, elles ont autant d'utilité en temps de crise qu'en temps que régime normal. Ça ne résout pas tout, c'est sûr qu'il y a des questions de valorisation salariale et autres, mais il nous semble qu'elles sont assez importantes. Dernier point, c'est vrai qu'on a noté que finalement la crise dans les enseignements révèle une tension, et ça a été très bien dit par Jean-Yves Graal, non pas de principe entre l'hôpital dans sa vision interne classique et l'hôpital dans sa position territoriale, mais dans sa mise en œuvre. C'est-à-dire que ce qui pose problème pour beaucoup d'acteurs tels qu'ils nous l'ont rapporté, c'est pas tellement de faire un débat d'opposition entre l'établissement en interne et son positionnement territorial, comme ça a été décrit par Zénab notamment, mais c'est de savoir comment on définit des scénarios de transition, c'est-à-dire dans la mise en œuvre, comment on arrive d'une certaine façon dans la semaine à gérer de la contrainte économique sur l'hôpital et en même temps de se lancer dans des organisations territoriales et de parcours. C'est des sujets évidemment que vous connaissez très bien. Je terminerai pour conclure. Nous, notre plaidoyer d'une certaine façon, il est pour dire, à côté des raisonnements structurels qui sont toujours très présents dans les réformes,
il y a un raisonnement sur les comportements, on l'appelle managérial, qui est assez important et qui nous paraît de plus en plus important à systématiser. Ça passe par des formations. Moi, je dois dire, de formation, je suis médecin. J'ai pas eu une heure de formation au management, par exemple. Donc après, j'étais bombardé dans des équipes de 15-20 personnes. Ça dépend des caractéristiques de chaque personne. C'est vrai pour beaucoup de catégories professionnelles. C'est vrai pour les soignants. C'est vrai aussi, peut-être d'une certaine façon, pour les directeurs d'hôpitaux. D'évaluation, c'est-à-dire comment on nomme aussi des responsables managériaux, comment on tient compte de leur qualité managériale, notamment dans les hôpitaux universitaires, à côté des titres et travaux, et puis sans doute aussi de financement, on pourra en parler. Il y a des raisonnements sur le financement qui peuvent aussi valoriser ces compétences managériales. Merci beaucoup, Étienne. Tu vois, on a eu raison vraiment de t'inviter. Non, mais j'espère que j'ai pas déçu les personnes. J'espère que j'ai pas déçu les personnes qui attendaient le représentant de la FHP, parce que j'ai perçu l'immensité de la tâche qui consistait à le remplacer. Enfin, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient l'air en tout cas, de réagir à tes propos et d'être stimulées par tes réflexions que tu nous as livrées en un temps en plus record et avec une synthèse très intéressante. Enfin, si tu peux encore rester un tout petit peu avec nous, tu es bienvenu, bien sûr, mais on sait que tu seras obligé de t'absenter à partir de 17h. Et en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir au pied levé, c'est le moins qu'on puisse dire, pour nous faire part de ce travail qui était très intéressant, que moi j'avais trouvé très intéressant quand il était paru cet été. Et je pense qu'il permet de bien faire écho aussi à d'autres choses qui ont été dites. Je vous propose alors de continuer le débat. J'ai eu deux personnes avant ton intervention qui souhaitaient intervenir, donc Marie-Sophie, Zénab, comme vous le souhaitez. Marie-Sophie, par exemple, si vous souhaitez activer votre micro pour… je ferme le mien. Vous vouliez réagir tout à l'heure. Et ensuite Zénab, et puis on continue ensuite sur les pistes après. Il faut continuer sur les… Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'y prendre? Oui, alors je vais réagir donc sur deux ou trois choses. Et je ne parle pas de propositions pour l'instant. Je voulais juste dire tout à l'heure que dans le Ségur, typiquement, on a traité les EHPAD et on n'a pas traité les SIAD. Et on n'a pas traité les services de soins infirmiers à domicile. J'allais dire, c'est étonnant, alors même que l'on a un système de santé dont on dit qu'on l'oriente vers le domicile. Et finalement, on fait et on valorise les professionnels qui sont en structure et on ne valorise pas les professionnels qui interviennent à domicile. Je ne rentre pas dans le sujet du secteur du handicap, mais vous savez qu'aujourd'hui, notamment à la FEAP, vous avez des établissements, j'en connais un actuellement dans le centre Val-de-Loire, où dans un même bâtiment, ils ont 80 lits de SSR et 40 lits de foyers d'accueil médicalisés. Ben, vous m'expliquerez comment ils font pour la revalorisation des professionnels, puisque les professionnels qui interviennent en foyer ne bénéficient pas d'une revalorisation salariale. Et puis j'en profite juste 2 minutes pour dire que le sujet du management me semble effectivement majeur. Et là, je vais plaider pour la FEAP. C'est vrai que on a un fonctionnement interne, les adhérents ont un fonctionnement interne qui permet un circuit court entre équipe médicale, équipe soignante et direction, et également des logiques finalement de contractualisation par objectif qui sans doute a permis de répondre assez efficacement à la crise. Et je suis d'accord sur le fait que le soutien psychologique, c'était essentiellement un soutien psychologique au sein des équipes. Nous, ce qui nous a frappé à la FEAP, puisqu'on avait mis en place un dispositif, ce sont les directeurs qui se sont manifestés, c'est-à-dire en fait les plus en difficulté, c'était finalement le management avec finalement peu de référents, peu de capacité à échanger avec les uns et les autres. Et ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est que sans doute que les professionnels dans les équipes sont fatigués, mais je peux vous dire que les directeurs aujourd'hui sont dans une situation qui est une situation très difficile et qui nécessiterait qu'on le prenne en compte. Et une crise qui dure, et ben, ça use tout le monde physiquement, mais surtout psychologiquement. Oui.
Oui, merci. Alors moi, je voulais juste réagir sur les quelques questions qui ont été posées. Tout d'abord, mais Jean-Yves Graal l'avait précisé, pourquoi un groupement hospitalier de territoire public? Je rappelle qu'à l'instar de ce qui a été fait à juste titre dans le secteur privé lucratif et le secteur privé associatif, c'est organiser au mieux l'offre publique. C'est d'abord cela, parce que à la fois par des impératifs de raréfaction des ressources, qu'elles soient en termes de compétences ou en termes financiers, budgétaires. Donc effectivement, il y a une logique à s'organiser. Et après, oui, travailler avec les autres acteurs de santé, mais on y reviendra puisque c'est l'objet un peu de la discussion sur comment on fédère et comment on travaille tous ensemble. L'autre point, c'est sur la stratégie nationale et l'enseignement. Je crois que Jean-Yves Graal l'a dit, mais je le rejoins totalement, c'est qu'il faut se resituer. Nous étions dans la première phase, face à quelque chose que nous ne connaissions pas, dont il a fallu immédiatement avoir un commandement national, une centralisation pour pouvoir organiser cela, avec des établissements de première ligne. Et progressivement, d'ailleurs, on a élargi cette première ligne. Donc, je crois qu'il faut bien le rappeler. Et c'est ce qui a été bien fait et qui devait être fait. Et en ce qui concerne les approvisionnements, bon, au départ, nous n'avons pas non plus appelé à ce que ce soit organisé ainsi, mais ça a été une décision pour être optimum au moment où nous étions et avec les éléments dont nous disposions. Et c'est justement pour cela que maintenant, c'est autrement que nous sommes amenés à réagir. Et pour rebondir sur ce que disait Alain, en revanche, les antagonismes, ils existent aujourd'hui. Ils existent à plus d'un titre. Ils existent parce que il se trouve que dans cette crise, parlons du management et de la gouvernance, ça a été mis en valeur la gouvernance au sein de l'hôpital, l'excellent binôme PCME directeur d'établissement. Les antagonismes vont exister parce qu'il ne faut pas imaginer que dans 100% des cas, le directeur n'est pas un manager, etc., et que ça ne fonctionne pas. Bien évidemment, autrement l'hôpital n'arriverait pas à fonctionner même en temps normal. Sauf qu'il y a des injonctions, à la fois en termes de politique nationale, c'est-à-dire que si on reste basé sur un Ondam dont on ne prend pas en jeu la médicalisation de cet Ondam, les objectifs en matière de santé publique, et qu'on reste sur des logiques qui restent encore les mêmes, par exemple, prenons le PLFSS 2021, nous savons aujourd'hui qu'il y a 4 milliards d'économies à réaliser et 800 millions pour les établissements. Avec tout l'art, toute la qualité managériale que l'on peut avoir, je ne sais pas comment un chef d'établissement avec un président de CME vont pouvoir annoncer à leurs troupes sur quel domaine il va falloir faire des coupes pour 2021. Est-ce que ça va être sur les effectifs? Certainement pas. Est-ce que ça va être sur la logistique, etc., etc. Sauf, et on y reviendra cet après-midi, enfin tout à l'heure, sauf à reconsidérer vraiment la territorialisation en matière d'organisation, de filières, de régulation, etc. Donc les antagonismes, hélas, il y en a encore, puisque on voit bien que on n'est pas sorti de cela, c'est-à-dire que cette agilité, et pour cela, il faut avoir le courage aussi peut-être de regarder à froid. Il y a le sujet des approvisionnements à froid, mais il y a probablement à froid de poser les questions de gouvernance du pilotage du système de santé à tous les échelons, de le rendre plus simple, plus lisible. Et ça, il va falloir s'y pencher parce qu'on ne peut pas demander aux acteurs locaux de tout ça, de simplifier au maximum et d'être au plus proche les uns des autres si on ne l'est pas aussi dans les différents échelons et en premier lieu l'échelon national. On a eu la chance que ça fonctionne, mais regardez ce qui s'est passé avec la prime Covid. Des différences de traitement, des différences d'organisation, et donc je pense que là il faudra vraiment s'y pencher. Et j'en reste là parce qu'il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Merci. Oui. Dominique, oui, juste un dernier propos, et puis vraiment en remerciant encore une fois de pouvoir échanger. Moi, je voulais juste te dire, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est d'une certaine façon, c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'on raisonne, et je ne peux que partager vos propos, on raisonne en termes d'effectifs, de structure, de ressources, de revalorisation salariale. Ce que je dis juste par rapport à ce que nos études essayent d'identifier d'une certaine façon, c'est qu'en complément, il y a tous ces aspects de management de terrain et qui sont souvent
mis à la traîne du reste des sujets, alors que d'une certaine façon, c'est probablement un chantier sur lequel il y a un gisement de progrès assez important et qui coûte pas tellement. Et je voulais juste te dire, par exemple, les phénomènes de reconnaissance, c'est aussi du management de terrain, vous le savez bien, Zénab, et la gouvernance le fait, mais c'est simplement de le systématiser. Et je voudrais terminer par un dernier point pour vous rejoindre aussi. Beaucoup d'acteurs de terrain nous ont dit quand même qu'ils étaient très contents du sens. Quelque part, paradoxalement, on dit qu'ils étaient très contents de cette période de crise parce qu'ils retrouvaient le sens de leur métier. Et en toile de fond, il y avait une critique plus ou moins affirmée sur la lourdeur administrative, ce fardeau administratif qui a été suspendu en partie pendant la crise. Alors, ça peut se discuter, vous avez raison, Monsieur Graal, mais la question, c'est de savoir la quête de sens, finalement, et cette question de la simplification du fardeau administratif, voilà un sujet sur lequel on pointe du doigt en permanence un thème de cette nature, mais il mériterait d'avoir un inventaire de ce fardeau administratif. C'est beaucoup plus complexe qu'on veut bien le dire. Tout ce qui est administratif n'est pas forcément aussi rédhibitoire. Il y a parfois aussi, de notre point de vue, des formes de management, mais typiquement d'essayer de résoudre ces questions d'organisation. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. Et donc, on te salue puisque tu vas nous quitter la table ronde. Jean-Yves, vous avez vu que Étienne vous voit réagir à l'écran et anticipe que des réactions. C'est très compliqué de simplifier, mais finalement, alors, on va lancer notre deuxième question. C'est qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh ben, je vais faire plaisir à Étienne. Je partage totalement son idée sur le fardeau administratif, mais on a les mêmes nuances, je pense, et je vais essayer de dire deux mots là-dessus. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est évaluer ce qu'on a fait. Il faut qu'on prenne de la hauteur et qu'on le prenne sous un angle qui ne soit pas en permanence, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Regardons comment nous avons réussi à passer ce cap très difficile et qu'est-ce qui a pu être bloquant dans l'évolution de tout ça. Marie-Sophie l'a dit tout à l'heure, il y a des questions de texte, de choses, etc., qu'à l'usage, on a vu qu'ils étaient bloquants. Attachons-nous à essayer de voir comment on peut faire, mais dans un mode positif et pas un mode d'introspection négative, je suis un misérable, patati patalo, rechercher des responsables, alors que collectivement, je crois qu'on peut dire que nous avons fait face à quelque chose d'inédit, mais comme chaque crise, comme dit Étienne, je le rejoins totalement, mais quand même, et qu'on a fait face à un mur collectivement, vous n'avez qu'à regarder les courbes, on a pris un mur dans la figure qu'on a réussi à passer. Dans quel état, je vous l'accorde, il y a beaucoup de choses à revoir, mais nous l'avons passé. Donc regardons ça, prenons de la hauteur. Deuxième point, le fardeau administratif. Je ne sais pas si on a réellement à identifier les choses, c'est très compliqué. Je suis d'accord avec Étienne, je pense que c'est peut-être plus, moi je rejoins là-dessus, c'est pas tant le fardeau administratif en termes de texte, quoi qu'il faille nettoyer des choses à l'aune de tout ceci, certainement, je suis totalement d'accord, allons les chercher, mais c'est peut-être en termes d'organisation et de lisibilité du commandement parfois, la non-lisibilité créant aussi une impression de s'engluer dans un truc dont on a du mal à voir quel est l'objet. Et c'est pas propre à cette situation-là, mais très souvent. Je pense que ça, il faut qu'on l'ait. Et que aussi, on retrouve, pour que ça marche, la crise ne doit pas être le prétexte à une grande désorganisation. Elle doit être le prétexte, au contraire, à une organisation rationnelle, organisée, mais claire, simple, lisible et acceptable. Mais ce n'est pas le mélange des genres permanents qui aboutit au foutoir général, mais que chacun reste bien dans les cadres qui sont les siens et les joue à plein et qu'on n'aille pas dans tous les sens parce que c'est préjudiciable à la bonne marche des systèmes et c'est préjudiciable à la pression exercée sur les acteurs de premier rang. Et je crois que la première chose que je dirais, c'est qu'on a besoin de revoir tout ça. Puis, deuxième point, sur la territorialisation, puisque c'était un des objets, je rejoins aussi ce qui est dit dans la mesure où je pense que la crise est un moment où tout le monde se retrouve pour sauver la patrie, et c'est très bien, quel que soit son statut, son machin, c'est ce qu'on a vu. Ça n'enlève rien au travail à froid qu'il faut faire par rapport aux intérêts à agir qui restent différents, quoi qu'il arrive.
et entre les acteurs de santé, c'est ça. Et moi, je vois plutôt une évolution vers le dénominateur commun dans les territoires de ce qui réunit les gens, mais n'essayons pas d'aller sur des choses qui, par essence, de par la structure même des établissements ou des acteurs, est totalement impossible entre une clinique privée et un hôpital public. Indiscutablement, il y a un intérêt à agir et il n'y a strictement aucune espèce de critique là-dedans. Mais les systèmes sont faits de cette façon-là qu'on ne peut pas avoir tout à fait la même façon de voir les choses, ce qui n'empêche qu'il y a des troncs communs sur lesquels on peut, et c'est à cela qu'il faut s'attacher, y compris sur les activités en territoire. Et pour notre part, ce qu'on en retire, nous, c'est qu'on a besoin d'avoir un échelon départemental, bien évidemment dans la déclinaison régionale, mais qui soit qualitativement plus fort. Je m'explique, on a bien vu que, et Marie-Sophie connaît bien tout ça, les difficultés qu'il y a là-dedans, au-delà de la quantification, etc., c'est de trouver des gens pour aller dans des endroits parfois improbables, très jolis, mais difficiles à vendre, qui est la qualité nécessaire pour aller vers les acteurs, de faire ce travail d'organisation, d'arbitrage ou de lien au plus profond des territoires. C'est pour ça que nous envisageons, nous, de doublonner le directeur territorial, qui est bien seul. Quand un préfet de département, il y a le préfet, puis il y a des sous-préfets qui irriguent totalement le tissu, tandis que nous, on a un DT, point barre, avec des effectifs de quantité et de qualité variable, parfois issus d'un temps ancien, et automatiquement, on n'a pas du tout le même rendu. Et ça nous a bien motivés pour doublonner dans chaque département, voire en mettre 2, 3, c'est-à-dire des gens qui vont plus près des élus, des maires, par exemple. C'est pas les parlementaires, c'est les maires, parfois, qui ne retrouvent pas, qui voient en fait notre action à travers le dernier kilomètre, comme dit quelqu'un, et sur la micro-décision, mais ils ne voient notre activité que par la micro-décision. Il faut qu'on travaille là-dessus, et ça, on en est conscient. Après, les acteurs, bien évidemment, la médecine de ville, etc., je pense que les dispositifs ne manquent pas pour qu'en territoire, et au plus profond des territoires, on arrive à avoir une action coordonnée, bien organisée, en respectant les uns et les autres dans leur intérêt à agir, sur 80-90% des choses. En territoire, c'est le premier recours, la prévention. Je passe sur la santé-environnement, qui est un autre sujet, mais le secteur médico-social, le secteur hospitalier, au-delà de l'hôpital de proximité, est un autre sujet. C'est pas le sujet réellement proximal, c'est des filières de soins, c'est des filières d'adressage. Ça se travaille de façon différente, mais l'immersion dans le territoire, elle est beaucoup plus fine, me semble-t-il, et voilà ce je pense qu'on a réussi à voir avec notamment les collectivités territoriales. Je parle en particulier des maires, où on a, nous, un besoin d'aller plus en avant, mais c'est une question quantitative et aussi qualitative, certainement. Voilà les quelques mots que je voulais dire pour rebondir sur tout ça. Zainab, allez-y, je vous en prie. N'hésitez pas à parler sans que forcément je fasse les liens. Pardon. Donc, sur votre question, qu'est-ce qu'il convient de faire, en fait, 3 points, mais qui vont probablement rejoindre ce qui a été dit. Tout d'abord, il est fondamental de renforcer le niveau territorial. Et peut-être qu'une des bonnes façons de redonner, enfin, c'est pas de redonner, c'est qu'est-ce qui motive et qui donne l'intérêt à agir pour tous les professionnels de santé, quel que soit leur statut ou leur structure, c'est quand même avant tout de soigner et d'améliorer l'état de santé des populations qui desservent leur territoire. Pour le faire, et Marie-Sophie l'a dit tout à l'heure, il faut de la confiance, il faut de l'initiative. Ben, il faut pouvoir faire en sorte que tous ces acteurs et d'autres, les élus aussi, parce qu'ils interagissent, puissent partager sur un territoire donné un diagnostic de l'état de santé des populations et des priorités, et dégager ensemble ces priorités. Et ces priorités pour comment on optimise le parcours de tels patients atteints de maladies chroniques dont on voit bien que sur ce territoire, c'est anormalement élevé. Et de la même façon, comment on s'organise aussi pour anticiper et gérer une crise tous ensemble. Et là, quel est le rôle de chacun? Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça, c'est le projet territorial de santé, où chacun a sa place, chacun s'engage, et qu'il soit acteur sanitaire, médico-social
ou sociales. De la même façon, alors c'est sûr que c'est aussi peut-être plus simple si on est les uns et les autres structurés. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi l'organisation des uns. Alors, nous, on essaye de mieux s'organiser, groupement hospitalier de territoire, rattachement des structures médico-sociales, etc. Mais on a aussi la médecine de ville qui s'organise autour des CPTS et on voit bien aussi que cette structuration, elle est essentielle. Et partout où on a eu des CPTS, partout on a vu aussi cette réactivité et cette facilité à communiquer. Le deuxième point, c'est qu'il faut renforcer l'accompagnement à ce niveau territorial. Je rejoins totalement Jean-Yves Graal, puisque nous-mêmes, nous l'avions porté, la Fédération hospitalière de France, en proposant par ailleurs que les postes de délégués territoriaux des ARS soient des emplois fonctionnels et de les rendre plus attractifs. Parce qu'effectivement, on a besoin de cet échelon pour être dans l'anticipation, l'accompagnement, et la proximité. Donc là, c'est essentiel, et quel que soit le statut des acteurs. Le troisième, c'est que, et ça faisait l'objet d'une question qui avait été posée par un des participants sur la question des urgences et du plan d'action relatif à plan d'action urgence, quelle priorité. Il faut nécessairement faire en sorte que on arrive à mieux organiser et mieux prendre en charge les soins non programmés. Et donc, on a besoin d'une matrice de coopération ville-hôpital qui est le service d'accès aux soins, où on a à la fois la possibilité d'apporter la meilleure réponse, la réponse médicale, bien sûr, la meilleure orientation, et ça fait partie des points qui avaient été soulevés. Et puis, mais bon, je vais peut-être laisser si quelqu'un d'autre veut réagir, et puis je reviendrai probablement sur un dernier point en termes de déclinaison. Très bien. Marie-Sophie, à vous de dire comment vous voyez les pistes, mais vraiment effectivement pragmatiques pour essayer de faire mieux et de tirer les leçons de cet épisode. Très bien. Vous m'entendez là? Oui. Alors, oui, projet territorial. Je suis d'accord avec Zénab. Je pense que la réponse est dans la logique du projet territorial, et je vais accoler à projet territorial la logique de contrat. Parce que il me semble que les deux vont ensemble. Alors, pour revenir sur un échange qu'il y a eu tout à l'heure, moi, j'ai aucun problème avec des groupements hospitaliers publics. Je pense que les hôpitaux publics ont tout à fait raison d'essayer de s'organiser et d'être dans une logique de groupe. Tout ceci ne vaut que si effectivement on ne dit pas que le projet du GHT est le projet territorial de santé. Voilà. Et donc, ça ne vaut que si il y a une organisation publique complètement légitime et par ailleurs une réflexion sur un territoire, avec d'ailleurs des niveaux de territoire différents. C'est-à-dire que quand Jean-Yves Graal parle du maire, du territoire, c'est vraiment la logique du territoire de proximité, et on voit bien que si on parle d'une réponse hospitalière, on va avoir une autre logique de territoire. Nous, ce qui nous semble important sur le projet territorial, c'est qu'effectivement, il soit fait par les acteurs et avec les acteurs. Ce qui pose toujours, et ce n'est pas évident d'ailleurs pour une agence régionale de santé, la question de jusqu'où ils sont en accompagnement et jusqu'où ils sont, j'allais dire, acteurs du projet territorial de santé. La limite n'est jamais complètement simple. C'est vrai que nous pensons qu'il faut être dans une posture d'accompagnement et d'essayer, j'allais dire, de faire émerger les initiatives d'acteurs. Quelquefois, elles existent. Quelquefois, il y a besoin, effectivement, peut-être d'un peu plus d'énergie pour le mettre en œuvre. Et je disais, donc, projet territorial va avec contrat. Moi, je crois à la logique, par exemple, des contrats locaux de santé. Je crois à cette dynamique qui est les acteurs d'un territoire donné. Et donc, j'y mets autant les municipalités que j'y mets les différents acteurs. On fait le point sur le diagnostic de la population et on voit, et on se répartit, et on voit le qui fait quoi. Voilà. Quel est le rôle de la municipalité, notamment sur des enjeux de prévention, etc. Il y a certainement beaucoup de choses qui peuvent être faites par les élus, mais il y a également un certain nombre de choses qui peuvent être réalisées par les acteurs de santé, que ce soit effectivement les professionnels libéraux organisés dans le cadre du CPTS,
mais je vais revenir sur mon cheval de bataille. J'allais dire, le CPTS en soi, ça ne vaut que si ça intègre le médico-social et les vigies que sont les acteurs du domicile. Or, on a aujourd'hui trop de CPTS qui sont en fait des organisations de professionnels libéraux et qui n'arrivent pas encore, peut-être qu'ils réussiront peut-être, à intégrer le reste des acteurs du territoire. Les seuls CPTS qui le font, ce sont les structures qui existent déjà depuis 10, 15, 20 ans et qui sont en capacité d'avoir cette maturité de logique territoriale. Et donc, cette dynamique de contrat, c'est des logiques d'objectifs et c'est des logiques de moyens. Voilà. Ça ne vous étonnera pas de dire que derrière, il y a aussi la question des moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une dynamique de contrat qui est un peu ce qu'on a vécu ces derniers temps, c'est-à-dire il y a des objectifs nationaux que les ARS doivent décliner et qu'ils vont décliner ensuite dans des contrats. Et donc finalement une négociation d'objectifs qui est réduite aux acquets, si je puis le dire de cette façon-là, et une dynamique de négociation de moyens qui est également réduite aux acquets, puisque en général, on explique qu'il n'y en a pas. Donc, on voit bien que ça ne peut fonctionner que si on donne un rôle, comme disait Zénab, un rôle important à la logique du diagnostic, mais aussi à la logique d'objectifs qui soient mesurables et qui soient vraiment adaptés à la dynamique du territoire et de sa population, et non pas simplement la déclinaison d'objectifs nationaux. Et puis peut-être juste pour parler aujourd'hui du champ des CPOM vis-à-vis des établissements de santé, parce qu'on est quand même sur les hôpitaux, dire que on s'interroge quand même sur le fait que les CPOM soient liés simplement aux titulaires d'autorisation, parce qu'en réalité, il y a des GIE, il y a des GCS, il y a un certain nombre d'acteurs qui ne portent pas forcément des autorisations, mais qui, pour le coup, apportent des réponses à une population et qui, aujourd'hui, ne peuvent pas faire l'objet d'un CPOM. Et puis, de la même manière, on s'interroge sur la logique du CPOM, donc de groupe, voilà, tel qu'il est, il est prévu, parce qu'il ne faudrait pas que le CPOM de groupe annihile complètement la logique territoriale et la logique de territoire de proximité avec la présence des acteurs de proximité. Donc, il faut réussir à trouver une hiérarchisation pour que le CPOM, j'allais dire GHT, puisse avoir du sens dans l'organisation de l'hôpital public, mais qu'à l'inverse, ça n'ait pas un effet délétère sur la logique des coordinations et des coopérations sur les territoires de proximité avec les établissements de santé et médico-sociaux qui existent, puisque le GHT, bien sûr, intègre les ESMS, mais les ESMS publics. Et donc, on voit bien que là, il y a vraiment une réflexion à avoir. Et pour finir, et ensuite je redonne la parole, pour finir, il nous semble qu'une des solutions qui est actuellement travaillée par le gouvernement, c'est la question quand même de la dotation populationnelle. C'est-à-dire en fait de travailler sur la logique du financement et de se dire, voilà, il y a telle situation dans tel territoire, il faut donc y mettre tel moyen pour pouvoir améliorer la situation, et on revient sur les objectifs, et ensuite, on met en place une dotation populationnelle répartie entre les acteurs pour répondre à ces enjeux-là. Comme souvent, c'est peut-être le levier financier qui nous permettra d'avancer de manière un peu volontaire sur ces dynamiques de coopération, coordination, en réalité de mise en place d'une santé communautaire. Je vais passer la parole à Jean-Yves, que j'ai vu à plusieurs reprises avoir envie d'apprendre. Ensuite, je crois qu'aussi, Zénab, vous avez aussi souhaité. Donc, on fait quasiment comme si on avait une vraie table ronde en présentiel. Hein. C'est presque aussi bon, mais en tout cas, je vous vois réagir. Et donc, Jean-Yves, vous avez la parole. Moi, je me permettrai une toute petite remarque, mais bien que je sois qu'animatrice sur les CPTS, mais je la ferai si j'ai le temps après. Jean-Yves. Oui, juste un point très simple, complètement d'accord.
on fait du territoire, quel que soit le territoire. D'ailleurs, j'étais effectivement tout à l'heure sur un territoire plutôt rural, etc. Mais tu as raison, Marie-Sophie, il faut s'adapter. Qu'il y ait un projet territorial, oui, mais qu'il ne soit pas un amoncellement de mesures qui n'en sont plus. Il faut un objectif simple, partagé et sur les dénominateurs communs des différents acteurs. Inutile d'aller rentrer dans des détails où on va s'affronter des minutes parce que structurellement, c'est comme ça. Premier point. Deuxième point, sur la base d'un projet territorial, qui est des contrats avec les acteurs, oui, quels que soient les acteurs, ce contrat, c'est pomme, tout ce qu'on veut, mais que ça soit quelque chose de simple, lisible, évaluable et effectivement mettre des moyens à côté en condition qu'on ait une évaluation qui soit faite et une vraie évaluation sur des objectifs clairs. Et de ma pratique, je crains, mais je crains pas si on est d'accord et si on y va, mais la difficulté fait quelque chose qui ne soit pas la gangue administrative ou technocratique dont parlait Étienne tout à l'heure. C'est là que ça se joue, c'est-à-dire des dispositifs absolument immenses comme les CEPOM actuellement, qui finalement font qu'on ne les regarde même plus. La signature elle-même doit avoir du prix, et un prix. Et on doit vraiment faire quelque chose. C'est ça qu'on doit revoir peut-être dans la pesanteur administrative dont parlait Étienne. C'est ça, c'est là que ça se joue. Et il faut un cadre et des objectifs simples qui parlent à tout le monde et qu'on soit aussi dans une situation où quand on décide de faire un contrat sur des objectifs simples, avec des acteurs bien déterminés, dans un territoire où on sait de quoi on parle, et à échéance donnée. Vous savez très bien qu'une des façons de décevoir les professionnels, quels qu'ils soient, c'est ces trucs qui durent longtemps, sans qu'on ait une vision très claire de ce qu'on veut faire, et à des heures qui ne sont pas celles des libéraux, par exemple, dans les territoires, enfin, etc., etc. On a beaucoup de choses à faire. C'est là que se situe l'enjeu. Il faut qu'on sache faire simple. Et je termine en disant que pour ce qui me concerne, je pense qu'il faut qu'on sache travailler par des cadrages sur lesquels on soit, ça ne bouge pas, on fait un cadre, et après à l'intérieur de cadre, qu'on laisse les acteurs se mouvoir à quelque niveau que ce soit. Et ça, on a besoin d'apprendre à faire ça au niveau central, où on n'a pas besoin de faire des cahiers des charges de 20 pages, où on veut, plus on rentre dans le détail au national, moins c'est adapté en réalité, puisqu'il y a tellement de choses, mais laisser sur des cadres et sur une politique nationale très claire, les acteurs s'en emparer sans rien céder au principe, mais les modalités d'application du principe doivent être différentes. Et de mon point de vue, c'est là qu'on doit travailler dans la simplification qui amènera une meilleure efficience de tout ça et qui parlera aux acteurs et qui les ramènera. Et je pense que c'est des choses simples qu'il faut faire et pas un empilement de choses. Et je termine en disant que on est tous fautifs d'une certaine mesure, parce que quand il y a quelque chose qui sort et qui se veut simple, regardez le PRS, on disait il faut faire aller sur les priorités. Marie-Sophie, tu as trouvé ça. Tu mets 3 priorités, tu arrives vite à 25 parce qu'il y a machin qui pleure, bidule qui dit je suis pas une priorité, ça se termine toujours de la même façon. Donc il faut avoir une certaine vision très cadrante, ce qui évite de se perdre et de perdre des acteurs, et qu'au bout du compte, au bout du fil, au bout du ruisseau, eh ben, il ne se passe plus rien parce que les gens ont été perdus. Je crois que, de mon point de vue, c'est une grande leçon à retirer qu'on a vue pendant la crise et qu'on s'est adapté, mais il faut continuer à s'adapter et ne pas revenir en truc. Et je termine en disant que on a vu, nous, à notre niveau, mais vous aussi, et c'est pas du tout une critique parce que c'est la vie, que ce qui avait embolisé le pays, le ministère et tout ce qui va autour pendant la crise, était uniquement axé sur la crise. Et puis on voit revenir maintenant dans les différents bureaux les instructions sur des sujets qui n'ont plus rien à voir avec la crise, qui, comme si rien ne s'était passé, continuent à tomber comme à gravelotte dans certains secteurs, notamment le médico-social. Donc, il faut dire qu'on apprend, mais il faut aussi apprendre la leçon et la retenir. Et c'est peut-être un sujet qu'on a besoin de creuser, ne serait-ce que ça. Merci. Oui. Oui, je prends la parole, Dominique, c'est possible là? Oui, je voulais dire que savoir faire simple, nous savons le faire et que c'est tous ensemble que nous pouvons y arriver. Je voudrais juste rappeler d'abord que
la refondation de l'ONDAM qui a été actée dans le cadre du Ségur de la santé et qui est confiée au Haut Conseil pour l'assurance maladie, c'est vraiment un élément important et des travaux qui doivent être conduits pour allier enjeux de santé publique et financement. Mais sur la question simple, nous avons lancé au sein de la FHF sur 5 territoires une démarche pour améliorer 2 prises en charge et 2 filières qui concernent la pathologie du diabète de type 2 et qui concernent l'insuffisance cardiaque. Nous sommes sur 5 territoires différents, l'Aube et le Cézanais, la Cornouaille, les Deux-Sèvres, le Douaisis et la Haute-Saône. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé les données sur ces 2 pathologies et on a vu, et ça c'est l'ensemble des professionnels qui l'ont regardé, hein, tout statut confondu, et de se dire bah, c'est pas possible, on peut pas continuer, pourquoi il y a autant de pieds diabétiques, plus que la moyenne nationale, pourquoi autant de passages aux urgences de patients diabétiques, quand même, etc., etc. Et une fois qu'on a fait partager ce diagnostic tous ensemble, les professionnels ont élaboré des chemins cliniques, des programmes cliniques, pardon, pour justement faire en sorte que les cas qui pourraient devenir complexes ne deviennent pas complexes, et puis également maintenir dans un dispositif de soins, et on fait aussi du dépistage. Et on voit bien que identifier les priorités, apporter des réponses simples, pragmatiques, mesurables, qui ait un sens, parce que quelque part, regardons l'ONDAM, c'est vrai, l'ONDAM jusqu'à présent il a toujours évolué, même si là il va avoir une évolution inédite, mais peut-être pas assez inédite encore pour nous. Pour autant, on voit bien qu'il y a des inégalités en santé qui persistent, et on voit bien qu'il y a des fatalités qui ne devraient pas être des fatalités. Et donc, il faut bien changer les choses et donc redonner une logique claire avec des objectifs très simples. Et je pense qu'on est capable de le faire et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Mais c'est vrai aussi qu'il faut le faire aussi à l'échelon national pour que les choses soient beaucoup plus lisibles, beaucoup plus fluides et qu'on ne perde pas de l'énergie parce que l'énergie, tout le monde en a. Seulement, on n'en a plus à marcher à reculons et on ne peut plus et on ne pourra plus s'appuyer que sur les bonnes volontés. Si je peux me permettre d'intervenir un petit peu dans votre discussion, je pense qu'effectivement, une des difficultés quand même qui a été soulignée par Jean-Yves, c'est d'éviter la multiplicité des objectifs. Mais c'est difficile. Souvenons-nous de la loi de santé publique qu'on avait eue il y a pas mal d'années, qui avait été un peu moquée. D'ailleurs, Roland Cache, dans le webinaire précédent, nous en reparlait, parce qu'elle avait 100 objectifs. Et puis encore, il y avait des gens qui trouvaient qu'ils n'avaient pas leur domaine qui était pris en compte. Et donc, on était monté à 103 ou 104 pour arriver à ce que tout le monde y trouve son compte. Mais on en rit. Mais au fond, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez profond dans notre système. C'est-à-dire que quand on dit, c'est bien, on dit on va s'occuper du diabète de type 2 et de l'insuffisance cardiaque, mais il y a beaucoup de problèmes à régler. Et la question un peu sur un territoire, c'est qu'est-ce qu'on se choisit, d'une certaine manière, qui fixe les priorités? Est-ce que c'est un consensus local? Oui, je ne cherche pas du tout. Au contraire, je pense que la voie que vous dessinez est évidemment la bonne voie, mais je pense qu'elle pose aussi question, et ce n'est pas un hasard si ce que disait Jean-Yves, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir quelques priorités et qu'on a beaucoup de mal à ne pas en agréger d'autres. Donc, comment faire quelque part qu'on ait des vraies priorités. D'ailleurs, le HCAM a travaillé là-dessus en proposant qu'effectivement, il y ait des priorités dont, si je me souviens bien, c'est ce que nous disait Roland dans le précédent, une qui soit structurelle. Et d'ailleurs, moi, je me permettais tout à l'heure sur les CPTS de vouloir revenir là-dessus, qui est qu'en France, ce qui n'est pas structuré, ce qui n'est pas organisé, c'est quand même la ville et le premier recours et d'une certaine manière une gradation qui englobe ensuite la ville. Et que les autres s'organisent, c'est tout à fait normal, mais peut-être qu'on pourrait dire que ça, c'est quand même une grosse priorité de notre système, d'avoir des interlocuteurs. Et tout à l'heure, Marie-Sophie, vous disiez que les CPTS laissaient de côté des pans, mais tout le monde ne peut pas tout intégrer du premier coup. Et je crois qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une question aussi de maturité des organisations qui se mettent en place, qui essaient de travailler ensemble et qui, au bout d'un moment, sont prêtes à être des interlocuteurs pour d'autres
Et je pense que malheureusement, ça prendra quand même encore un certain temps. C'est aussi des libéraux, c'est pas, ils sont quand même pas de la même. Je pense que Jean-Yves aussi pourrait nous en parler, mais ils travaillent d'une façon différente des structures. Et c'est vrai que c'est un chemin qu'il faut aller. Peut-être que ça peut être une grande priorité. Et après, peut-être la santé mentale, je ne sais pas. Et après, le HCAM propose des priorités. Ces priorités, elles doivent être décidées, mais elles ne peuvent pas non plus. Peut-être, je ne sais pas, doivent-elles être le fait des acteurs locaux? Ou bien, parce que bien sûr, si on se choisit un sujet, on peut arriver à travailler ensemble et sans doute certainement à le faire progresser. Ce que Zénab disait est très, très exemplaire. Moi, je trouve des choses qu'on arrive à faire quand on se dit, mais on a tel problème, essayons ensemble de trouver des solutions à ce problème. Le problème, c'est que les problèmes, il y en a beaucoup. Il y a la question des personnes âgées et de la perte d'autonomie, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est un problème majeur dans notre système. Peut-être que ça, c'est la priorité des priorités. Je ne sais pas qui dit ça. Voilà, je m'arrête là et... je vous laisse la parole, vous êtes plusieurs à vouloir la prendre. Je vous laisse ouvrir ou fermer vos micros comme vous le souhaitez, comme si on était autour de la table. Peut-être que l'une des premières priorités quand même, c'est avec la crise, on peut en tirer des enseignements sur le plan enjeux de santé publique. Et ces enjeux de santé publique, ils sont probablement différents d'un territoire à l'autre. Donc, il faut se saisir de ces priorités parce qu'autrement, on n'améliorera jamais l'état de santé des personnes. Moi, je ne peux pas consentir à l'idée que sur tel territoire, on a toujours les mêmes enjeux. Parce que les enjeux d'obésité, quand il n'y a pas de facteur génétique, parce que les enjeux des pathologies que j'ai citées, ce n'est pas des fatalités. Et on peut très bien travailler sur plusieurs filières. Que l'on veuille ou non, on a quand même eu l'expérience. Moi, j'ai eu l'expérience d'élaborer le projet médico-soignant partagé, certes, qui était au sein des GHT, mais on y a associé la ville quand elle voulait bien y participer, et on y a associé les élus. Et ben, je peux vous dire que les sujets, les priorités et comment on aborde ces sujets-là, ça a été, tout le monde était concerné, quel que soit son statut, et on peut faire émerger. Alors bien sûr qu'il peut y avoir un cadrage national sur les priorités en santé, il va y avoir des grandes orientations, mais après, pour véritablement faire en sorte que ces priorités en santé se réalisent au regard des moyens qu'on y consacre, il faut bien les identifier sur les territoires, les mesurer, et puis regarder les écarts et ensuite voir d'où viennent ces écarts. Est-ce qu'ils viennent des ressources? Est-ce qu'ils viennent des forces en présence? Est-ce qu'ils viennent d'un défaut de régulation? Il faut se poser toutes ces questions. Autrement, effectivement, ça ne servira pas beaucoup. Voilà, je laisse Sophie parce que Marie-Sophie, j'ai piqué. Alors oui, simplement pour réagir, je suis d'accord avec Léna, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de cadrage national et il faut effectivement pouvoir déterminer par territoire où sont la réalité des besoins. Alors spontanément, j'aurais d'ailleurs plutôt tendance à raisonner en cible de population plutôt qu'en dynamique de pathologie. Et donc, de regarder si ce qui est le plus prégnant dans le territoire, c'est le vieillissement de la population, si c'est le plus prégnant, c'est la question de la précarité, voilà, donc si ce qui est le plus prégnant, c'est voilà, c'est un certain nombre d'éléments de cet ordre-là, éventuellement les jeunes, enfin bon, j'aurais raisonné plutôt en population qu'en pathologie, mais ça ne change pas grand-chose dans le système, mais et dans ce cas-là, il faut vraiment regarder les territoires et il faut donc ce diagnostic le faire avec les élus et les représentants des usagers. C'est-à-dire que ça ne peut pas être qu'une thématique qui soit une thématique entre professionnels, entre acteurs de santé. Parce que pour le coup, pour l'avoir vu, quand vous discutez un contrat local de santé et quand vous avez la réaction des élus et la réaction des représentants des usagers, c'est pas forcément la vision que pouvaient en avoir les acteurs de santé. Donc on a besoin de décentrer également un peu le regard de la seule logique expertise des professionnels de santé. Peut-être que ça va nous donner un peu d'air et que peut-être ça nous permettra de penser les choses un peu différemment. Et puis oui, il faut effectivement restructurer les secteurs. C'est vrai que finalement, ce n'est pas forcément les établissements de santé qui sont les plus concernés par cette logique de restructuration. Il y a oui les professionnels libéraux, mais je le dis aussi bien volontiers, il y a un éclatement absolument déraisonnable des acteurs du domicile
qui fait que c'est très difficile aujourd'hui de trouver les bons interlocuteurs et donc d'associer ces acteurs-là. Donc il y a aussi une responsabilité collective que nous portons, j'allais dire, de réorganiser ce secteur des acteurs du domicile. Si je peux me permettre, oui, mais c'est ce que je redisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans des enchevêtrements de compétences qui rendent très difficile de mettre tout le monde sur le même plan, bien évidemment. Et nous avons un raisonnement, entre guillemets, du monde de la santé qui n'est pas tout à fait le même dans la pratique parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure, des collectivités ou de certaines collectivités territoriales. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est pas du tout ça, mais il y a cet écueil et qui, bon voilà. Sinon, le territoire, le projet, tout ça, oui, bien sûr, pas d'usine à gaz. Les CPTS, Dominique, je crois que le grand acquis des CPTS, qui avait été aussi mis en place pour que les Français trouvent plus facilement un médecin traitant et que nous n'ayons plus des gens qui n'ont rien à faire aux urgences et qu'ils soient pris en charge en amont. C'était quand même parmi les deux piliers, dont le pilier 1 des CPTS. Donc là, ça va demander peut-être un peu de temps. Le juge de paix sur ça sera peut-être dans un an, dans un an et demi, pour voir si réellement les urgences ne sont pas engorgées. Mais on aura le temps de le voir avec un peu de recul. Au vu des fonds mobilisés, ça serait intéressant de le regarder quand même. Je pense que le grand acquis, c'est l'interprofessionnalité que ça a généré sur les territoires. Et en matière de crise, on a bien vu que, notamment vis-à-vis des EHPAD ou du domicile ou un certain nombre de choses dans certains territoires, certaines CPTS ou certains groupes de professionnels de métiers différents ont fait comme tout le monde, se sont mis ensemble et ont trouvé des solutions, se sont défoncés sur le terrain et ça a été vraiment quelque chose là aussi de remarquable. Et le secteur libéral a joué sa partition dans beaucoup d'endroits de cette façon-là. Il ne faut pas que ça retombe, il faut qu'on aille plus loin. Et la difficulté de tout ceci, c'est peut-être une conclusion, c'est que à partir d'un motif partagé, parce que c'est très grave et qu'il faut vraiment tout le monde s'y met, et tout le monde s'y est mis, c'est comment faire en sorte de passer de l'informel ou du rapide à quelque chose de plus structuré qui est seulement gage de la pérennité de tout ça. Et c'est ça la difficulté sur beaucoup d'endroits. Et je terminerai sur un point qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on a beaucoup entendu dans les établissements de santé, quand j'allais dans les hôpitaux, donc il faut que ça reste toujours comme ça, que l'administratif soit main présent, patati patalo, enfin oui, bien sûr, auprès des soignants, mais ça, je suis d'accord. Et il y a deux points quand même, c'est qu'il ne faut pas oublier que toute l'énergie des hôpitaux, dans la plupart des cas, était tendue vers un seul objectif, celui-là, et que bien évidemment, il y avait des tas de services et tas de problématiques qui étaient mises de côté parce que ce n'était pas l'objet, etc. On l'a tous vu, c'est ça. Et puis, deuxièmement, quand je pose la question, j'ai eu l'occasion de demander, mais alors, ok, moi je suis d'accord, indiquez-moi quel texte à l'intérieur de l'hôpital doit être abrogé pour permettre que ça dure. Est-ce que ce truc-là, ce travail en commun formidable où tout le monde s'y est mis, les directeurs étaient proches des soignants, etc., on a trouvé des solutions, etc., est-ce qu'on est empêché de le faire en mode normal ? Et finalement, personne n'a été capable de me donner un texte spécifique disant il faudra abroger ce texte-là parce qu'il est embêtant. Non, je pense qu'on a découvert, on en a parlé, le management de crise, les gens se sont serrés les coudes et tout le monde a trouvé des solutions. Les directeurs, ils étaient là-dessus aussi. Et donc, la communauté s'est débrouillée. Il faut garder ça, cette notion de communauté, mais bien évidemment, ça ne pourra pas être comme ça tout le temps. Parce que Dieu merci, on ne sera pas en crise tout le temps, mais les activités froides vont repartir, un certain nombre de choses, et on recommencera. Il ne faut pas oublier ça. Mais c'est quand même très difficile de dire, voilà, l'administration nous embête en temps normal, et là, on ne les a pas eu sur le dos, oui, c'est sûr, mais parce qu'ils étaient tous tendus vers le même objectif. Et d'abord, l'administration, je ne suis pas certain qu'elle soit toujours empêcheuse de tourner en rond. Il faut aussi être juste dans l'appréhension. Ce n'est pas au directeur qui me diront le contraire. Voilà.
que moins des questions d'ailleurs que des réflexions ou des petits commentaires sur ce débat qui sont apparus dans le chat. Un auditeur qui nous dit que, mais je crois que c'est bien ce que nous avons dit aussi, que le mot crise pour les Chinois signifie à la fois danger et opportunité. Je ne connais pas le chinois, mais donc la sémantique chinoise est plus positive en évoquant le caractère favorable que peut représenter une crise pour une organisation. Bon, je crois qu'on l'a aussi souligné pour ce qu'elle a permis de voir des capacités du système et peut-être d'imaginer qu'on pourrait faire après. Gilles nous dit, oui, la tradition d'administration française ne demeure-t-elle pas fondamentalement jacobine? Oui, mais bon, peut-être qu'elle peut aussi évoluer et faire un peu plus de place à l'adaptation territoriale. Il faudrait quand même essayer de voir, mais ça, je pense que ça demanderait un webinaire en entier. Finalement, comment concrètement? Qu'est-ce qu'il faut donner comme marge de manœuvre, sous quelle forme? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est une capacité de, quelque part, de contractualisation plus grande au niveau local? Tout ça mériterait d'être sans doute un peu creusé, mais ça, il nous faudrait plus de temps. Quelqu'un nous dit qu'il va falloir muscler les contrats locaux de santé. Un autre auditeur nous demande si la priorité des priorités, ça c'est pas l'accès à un médecin traitant. Je pense que ça, c'est une des priorités d'ailleurs qui a été reconnue c'est d'ailleurs d'avoir une première ligne qui fonctionne en France, comme elle est quand même souvent plus structurée dans d'autres pays. Et nous, je pense qu'on n'est pas les plus en avance là-dessus et qu'on est sur un chemin, mais que voilà, il faut vraiment franchir des étapes maintenant pour y arriver. Est-ce que vous auriez, est-ce que je vais vous poser la même question que Julien, puisque nous avons 2-3 minutes encore à peine. Est-ce que vous êtes optimiste sur notre capacité finalement de tirer les leçons de cette crise et dans l'avenir? Raisonnablement optimiste, évidemment, Jean-Yves, car nous avons beaucoup d'écueils sur nos chemins. Je vous laisse juste dire ce que vous aurez, si vous. Je suis optimiste de principe. Est-ce que je suis optimiste sur la situation quant à savoir tirer les conclusions et aller tel que je l'appelais? Je suis dubitatif, malheureusement, et je suis honnête, je suis dubitatif. J'espère qu'on pourra le faire, mais nous avons peut-être une façon de penser, une façon de travailler ou de voir les choses qui n'est pas tout à fait raccord avec cette idée de la bienveillance générale sur ce que nous avons vécu et de regarder comment nous pouvons nous améliorer. Et les commissions d'enquête que nous avons pu voir récemment ne vont pas clairement dans ce sens, me semble-t-il, dans ce que j'ai pu voir, dans l'esprit, hein, je veux dire, c'est ça. Peut-être avons-nous à voir. Mais enfin, des crises, on en aura d'autres, aussi graves sûrement, on ne sait pas quand, de nature différente peut-être ou sûrement, et à chaque fois, il faudra garder. Alors, je vais être obligé de partir, Dominique, je voulais juste dire 3 mots qui me semblent importants, qui reflètent, ça a été dit, et je le dirais un peu comme dernier mot. Je pense qu'il faut qu'on tire bien sûr toutes les conséquences et que on reste sur un système de santé au global dans chaque domaine, que ce soit l'administration, que ce soit les services de soins médico-sociaux, qui soit agile, résilient et qui surtout sache s'adapter. Je crois que c'est peut-être ça, parce qu'on veut toujours un jardin à la française, on veut toujours mettre des choses au clair, et en fait, c'est plus dans la dynamique et dans l'apprentissage d'une certaine dynamique. On a montré qu'on savait s'adapter, et ben on saura s'adapter une autre fois, pour peu qu'on rigidifie pas trop et qu'on ne prenne pas un mauvais chemin des constats qu'on pourrait faire. Encore faut-il qu'on les fasse de façon relativement ouverte. Je suis désolé, je suis vraiment obligé de vous laisser, vous voulez bien m'excuser. Merci infiniment de cette discussion vraiment très intéressante et à une prochaine fois. Merci. Au revoir et merci beaucoup. Hein. Au revoir. Marie-Sophie Zena, vous voulez dire un peu quel est votre mot de conclusion? Sachant que finalement, j'ai trouvé que celui de Jean-Yves était plus optimiste, plus positif, au fin de compte, que la façon dont il a commencé. Je suis comme Jean-Yves, je suis optimiste de nature. Donc je crois toujours qu'on est en capacité de mieux faire. Je pense que pour y arriver, nous plaidons une logique de loi en programmation en santé, c'est-à-dire quelque chose qui refixe un cadre général
et dans lequel je crois que le maître mot devrait être principe de subsidiarité. Et donc, et de dire qu'on ne traite à un échelon plus élevé que tout ce qui ne peut pas être traité au niveau local. Donc, si on a subsidiarité contrat, avec la logique de Jean-Yves sur le contrat, c'est-à-dire c'est des objectifs clairs, mesurables, évaluables, et on y revient si c'est pas tenu. Voilà, je pense qu'on a peut-être une manière de faire, mais on a besoin, à mon sens, de cette loi de programmation en santé. Merci beaucoup. Zénab, c'est à vous que revient le mot de la fin de ce webinaire. Sur le caractère optimiste, il ne vous aura pas échappé, on l'est tous, et j'ai envie de dire tous les acteurs dans le champ social, médico-social et santé veulent croire à cet optimisme parce qu'autrement, on ne pourrait plus se lever le matin. Et je rejoins ce qui a été dit. Alors, Marie-Sophie a décliné ce que ça pourrait être, mais moi je dirais que d'un point de vue plus politique, la santé, c'est notre bien commun à tous. Et que quoi qu'il en soit, nous avons besoin de considérer cela et de ne pas l'oublier parce que derrière, il y a des enjeux de fragilité de notre démocratie et qu'on l'entende bien. Donc, c'est notre devoir d'organiser au mieux notre système de santé et d'assurer sa pérennité et au plus proche des populations. Il en va, à terme, de notre démocratie. Merci beaucoup pour vos propos. Je repasse la main pour une dernière diapo avant que nous terminions complètement ce webinaire, qui est donc une diapo de remerciement, je pense, non? Ah, une diapo de programmation pour dire à tous nos auditeurs, spectateurs qu'ils sont tout à fait bienvenus au prochain webinaire demain, plutôt sur les questions de précarité, jeudi sur la configuration du 5e risque et aussi bien sûr cette matinée exceptionnelle du 75e anniversaire. Et puis ma foi, je pense que la dernière chose à faire, c'est de vous remercier infiniment. J'ai trouvé que qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez vivant avec beaucoup de réactions des uns aux autres, ce qui n'est pas toujours facile quand on est tous à distance. Et donc, c'est d'autant plus, je pense, une performance pour les intervenants. Merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir de vous retrouver à une autre occasion. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.